Bienvenue à tous pour une nouvelle fois dans ce nouveau réveil de l'ORAV qui donc est dédié à la précarité énergétique. Pour ceux qui participent pour la première fois au réveil de l'ORAV, donc c'est un nouveau rendez-vous mensuel qui a été lancé en 2021, donc sous forme de webinaire, donc comme ce matin de 9 heures à 10 heures. En tout cas, on ne dépasse jamais les 10 heures avec pour but tout simplement de parler d'un sujet d'actualité qui soit lié à l'aménagement du territoire ou plutôt au mode de vie des habitants. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la précarité énergétique. On vous propose un plan en 3 parties. D'abord, tout simplement de s'intéresser un petit peu au contexte national parce qu'il a un impact forcément sur notre territoire, de rezoomer sur le Vaucluse et le Gard rhodanien pour vous faire un état des lieux de la précarité énergétique, où on en est aujourd'hui. Et puis, on prendra un peu de hauteur en s'intéressant aux enjeux locaux au regard donc, des politiques supranationales et plus spécifiquement européennes, grâce à Camille Defard, donc, qui est chercheuse à l'Institut Jacques Delors et qui viendra compléter ses propos. En termes de logistique, ce que je vous propose, c'est de bien éteindre vos micros pendant l'ensemble des présentations, tout simplement parce que sinon, c'est très compliqué de s'entendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de la présentation au sein du chat. Donc, vous avez un chat où vous avez tous accès. On vous laisse poser vos questions et puis on prendra un temps de questions-réponses à la fin de ces 3 présentations pour répondre à vos questions. Donc, on a gardé un temps assez important pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, vous pouvez la mettre dans le chat. Et puis, on y répondra à la fin de ce webinaire. Alors, je vous propose de commencer par le premier plan. Sur la question de la précarité énergétique, c'est une définition finalement qui est assez récente d'une manière officielle, puisqu'elle a été établie dans la loi de 2010. Cette première définition, elle avait finalement pour un petit peu objectif de cadrer la précarité, mais uniquement sur le volet logement, c'est-à-dire qu'on considérait en précarité énergétique les personnes qui ne disposaient pas de la fourniture d'énergie nécessaire pour répondre à leurs besoins élémentaires. Bien évidemment, elle a été considérée comme quelque peu restrictive puisqu'elle ne prenait pas en compte la mobilité. Donc, nous, dans les propos qu'on vous présentera aujourd'hui, et notamment dans l'état des lieux sur le Vaucluse et le Gard rhodanien, on a fait le choix d'étendre cette définition officielle et d'intégrer justement cette question de la mobilité. Donc, on a pris les définitions qui ont été mises dans l'Observatoire national de la précarité énergétique et qui considèrent finalement en précarité énergétique les ménages modestes, soit parce qu'ils ont des dépenses trop importantes sur le plan du logement, ou parce qu'ils ont des trajets domicile-travail qui entraînent également des dépenses importantes et incompressibles. Et puis, on s'intéressera également à la double vulnérabilité, c'est-à-dire à ceux qui sont à la fois vulnérables du point de vue du logement et de la mobilité. Et on verra qu'on a des fois tout simplement des géographies différentes sur cette précarité. Alors, la précarité énergétique, elle peut venir de plusieurs raisons. Souvent, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier qui est prépondérant, bien évidemment, c'est le revenu des ménages. Et puis après, vont se joindre d'autres variables, comme par exemple les caractéristiques du logement. Si on est dans un logement individuel, un grand logement, un logement qui est mal isolé, bien évidemment, on va être plus susceptible derrière d'avoir des problèmes de précarité énergétique. Le mode de chauffage, selon celui qu'on a choisi, le fioul, l'électricité, le gaz, sa dépendance à la voiture et à l'éloignement de son lieu de travail, si on n'a pas forcément d'alternatives possibles, on va avoir des coûts qui vont être prépondérants sur le volet de la mobilité. Et puis, le prix des énergies. Plus le prix augmente, plus forcément un nombre de ménages important peut être en précarité énergétique. Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avant de rentrer vraiment sur la précarité sur le Vaucluse, je vous propose tout simplement qu'on reprenne un peu de hauteur sur le contexte national qui a remis finalement la précarité énergétique au centre des préoccupations. C'est cette crise énergétique qui était déjà sous-jacente, mais qui, sur cette dernière année, a vraiment pris de l'ampleur, tout simplement pour 4 facteurs qu'on va développer au fur et à mesure. Ces 4 facteurs, ça va être la production nucléaire réduite, mais surtout qui est couplée avec un coût exponentiel de l'électricité. On a à côté de ça une explosion des prix du gaz, aussi une croissance du prix du pétrole, et puis à côté, un système économique qui finalement est basé sur une croissance qui doit être perpétuelle par rapport à un monde qui, lui, est fini, par rapport à des ressources qui ne se renouvellent pas de manière perpétuelle comme cette croissance. Donc, on va voir que l'ensemble de ces facteurs, finalement, ça va amener la crise énergétique qu'on subit aujourd'hui. Donc, si on rentre dans ces 4 variables, la première, c'est la croissance. Donc, on est inséré aujourd'hui dans un système économique qui nécessite finalement une croissance qui est perpétuelle si on veut à minima maintenir le niveau de ressources et de vie des ménages.
Aujourd'hui, on n'est pas dans un taux de croissance qui est négatif, on n'est pas dans une récession, mais pour autant, on a quand même un taux de croissance qui est inférieur à ce qu'on a observé dans les années précédentes. C'est-à-dire que si on prend les dernières estimations de l'INSEE, on est à peu près entre une croissance de 2,3 à 2,7%. À titre d'exemple, on était à quasiment 7% de croissance en 2021. À côté de ça, on a une inflation élevée qui a bien évidemment un impact sur le niveau de vie des ménages qui est lié à la combinaison de 3 facteurs. On a eu une réouverture rapide de l'économie suite au Covid, une hausse des prix de l'énergie qui va nous intéresser aujourd'hui, et puis aussi un effet de base. Ce qu'on appelle l'effet de base, c'est tout simplement qu'à la sortie de la crise, on avait des prix qui étaient exceptionnellement bas et logiquement aujourd'hui, ils reprennent finalement, ils sont en croissance et on observe donc cette inflation qu'on subit tous. Donc, cette croissance, elle va avoir un impact sur notre environnement, sur le changement climatique, sur les équilibres sociaux, et elle va se retrouver finalement confrontée à des ressources énergétiques qui, elles, sont indispensables, mais malheureusement qui sont finies. Si on regarde un petit peu les estimations qui sont données par l'Agence internationale de l'énergie, on se rend compte que les énergies renouvelables, non renouvelables, qui sont 80% de notre consommation, donc quasiment l'intégralité, finalement, elles vont être épuisées entre 50 à 100 ans selon les types d'énergie. Donc, plutôt 50 ans pour le pétrole, jusqu'à à peu près 100 ans pour l'uranium ou le charbon. Et à côté de ça, en parallèle, on a aussi une augmentation de la demande en énergie, puisqu'on estime qu'en 2030, on aura à peu près 50% en plus de demande de l'énergie. Donc, on voit bien là qu'il y a une décorrélation totale entre cette croissance qui demande toujours plus finalement d'énergie non renouvelable pour le coup, parce que c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, et à côté, ces énergies qui ne peuvent pas se renouveler sur le temps humain d'une vie humaine. Avant de rentrer dans les autres facteurs, je vous propose aussi un rapide passage sur finalement c'est quoi aujourd'hui le panorama de notre production et de notre consommation en France pour se redonner des ordres d'idées et pouvoir modérer aussi les impacts de certaines conséquences aujourd'hui qu'on va avoir internationales. Donc aujourd'hui, la production en France d'énergie, elle est majoritairement concentrée sur le nucléaire puisque les 3/4 sont produites par de l'énergie nucléaire. Ensuite, on aura un peu le thermique et puis les autres énergies sont quasiment absentes de notre production. Cette production donc énergétique, elle couvre un peu plus de la moitié des besoins en France, sachant qu'on est tous secteurs confondus. C'est-à-dire que quand on dit qu'elle couvre plus de la moitié des besoins, c'est aussi bien le besoin des ménages pour le résidentiel, des entreprises et aussi le besoin pour la mobilité. Donc, on est vraiment sur une image très large de la consommation. Pour faire simple, le gros recours à l'import qu'on aura besoin en France, c'est majoritairement le pétrole et le gaz, tout simplement parce qu'on n'en produit pas du tout. Le reste, on va à peu près être autonome, voire être exportateur sur la filière nucléaire. Mais qu'est-ce qui se passe justement sur la filière nucléaire aujourd'hui? C'est qu'on a finalement une baisse de notre production parce qu'on a une grosse partie, un peu plus de la moitié des réacteurs qui sont actuellement à l'arrêt, qui nous oblige finalement à avoir recours à l'export et à aller acheter de l'électricité ailleurs, alors qu'on est traditionnellement plutôt un pays qui va exporter son électricité. Là où finalement ça va poser problème, c'est que le coût de l'électricité a explosé. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est aujourd'hui à peu près à plus de 1 100 € le kilowattheure à l'achat. Alors que si on regarde un an auparavant, donc en 2021, on était à 85 € pour ce même kilowattheure. Donc on voit bien la problématique de cette croissance du prix de l'électricité et de notre obligation à recourir à cet import. Sur le côté du gaz, donc le gaz, on sait que c'est une faible partie de notre consommation. Pour autant, on a quand même une 25% à peu près qui est liée au gaz. Et on a la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui va avoir malgré tout arrêté l'approvisionnement en gaz russe. Alors, ce n'est pas uniquement le seul facteur qui va entraîner cette hausse, mais tout du moins, elle va quand même faire qu'aujourd'hui, on a des prix du gaz qui vont exploser puisqu'elles vont être remplacées par du gaz liquéfié qui, lui, a un coût bien plus important à l'achat. Donc, on voit déjà cette hausse des coûts qui a un impact, alors pas encore sur les ménages, mais on le voit sur les collectivités, les entreprises qui voient leurs factures tout simplement exploser du fait qu'ils ne soient pas sous la logique du plafonnement. Et enfin, on va avoir à peu près la même logique pour le pétrole. Alors, on sait que le prix du baril, il est en hausse constante depuis des décennies. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique à l'écran avec les petites lignes en pointillés qui vous permettent de voir de manière linéaire cette croissance qui va lentement mais sûrement
vers des prix de plus en plus élevés. Là où finalement il y a eu un impact fort sur les ménages, c'est cette barre symbolique des 2 € par litre à la pompe qui a été déjà atteinte à 2 reprises, donc en mars et en juin 2022, et où on sait que de toute façon, elle sera atteinte à nouveau. Alors, on n'a pas la date exacte, mais on sait qu'on va atteindre à nouveau des prix très élevés du prix du pétrole dans les années et même dans les mois à venir. Donc, quelles conséquences tout ça, ça va avoir pour les ménages? Finalement, c'est que ça ne va pas uniquement augmenter leur budget énergétique, puisque les énergies, elles sont liées à quasiment tous les autres domaines. Donc, on va avoir une hausse globale des prix dans de nombreux secteurs. Tout simplement parce que si le prix du pétrole augmente, on a une hausse des coûts des importations pour les produits qui ne sont pas produits à proximité. Et puis, les énergies sont nécessaires pour de nombreuses matières premières. Donc, finalement, on a une explosion forte pour les ménages de tous les coûts. On a des mesures qui avaient déjà été mises en place pour justement pallier à cette hausse des coûts des énergies, comme le FSL, les aides habiter mieux. Mais bien évidemment, là, elles sont totalement insuffisantes par rapport aux coûts qui arrivent. Et donc, des mesures qui sont majoritairement ponctuelles ont été mises en place par l'État. Notamment, on a en tête cette aide de 30% par litre d'essence qui est actuellement valable, mais qui se termine en décembre 2022. On a le plafonnement qui nous permet, ce bouclier tarifaire qui nous permet finalement de réduire la hausse des consommations, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Mais de la même manière, ce plafonnement, il a aussi une date limite. Donc finalement, là où on peut s'interroger, c'est que les conséquences qui sont monétaires, mais pas uniquement, elles vont vraiment devenir importantes sur l'année 2023 et elles peuvent avoir des conséquences aussi bien sur le bien-être des ménages, parce que tout simplement, quand on va commencer à devoir faire des réductions de consommation d'énergie, on peut avoir des pratiques qui vont être plus à risque, mais aussi sur la santé, avec notamment une recrudescence des maladies, comme par exemple la légionellose, que l'on peut déjà voir sur notre territoire. Tout ça est lié aussi, bien évidemment, aux revenus des ménages. Plus on est pauvre et plus on va être sensible à la précarité énergétique, parce que plus le budget va être contraint. Et la problématique aujourd'hui, c'est aussi que le taux de pauvreté, il est en constante hausse. Alors, ce n'est pas une hausse qui est très forte, mais en tout cas, on est toujours dans des taux de pauvreté qui sont en croissance, avec aujourd'hui à peu près 15% des ménages en France qui sont sous le seuil de pauvreté, ce qui veut dire qu'on est revenu finalement à un taux de pauvreté qui est similaire à ce qu'on observait dans les années 2000. Donc, on est plutôt en phase de régression sur cette question de la pauvreté. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu un état des lieux global de ce qui se passe sur le territoire national, et comme on peut le voir, bien évidemment, ça s'impacte sur le Vaucluse et le Gard rhodanien, on va regarder un peu plus spécifiquement en quoi le Vaucluse il est plus ou moins impacté par rapport à ces variables sur la précarité énergétique. Si on reste sur cette focale du taux de pauvreté, on a une situation qui est nettement encore plus marquée sur le Vaucluse, puisque notre département est le 5e le plus pauvre de France si on exclut les DOM-COM. Il est le 10e si on met les DOM-COM dans notre classement. Donc, on voit bien que le Vaucluse est l'un des départements le plus pauvre de France, avec des publics qui vont être plus ou moins ciblés par la pauvreté. On va avoir les moins de 50 ans et plus spécifiquement les moins de 30 ans qui ont des taux de pauvreté bien plus importants, qui sont bien plus soumis à cette précarité. Et puis également les locataires, avec notamment un locataire sur 2 du parc social qui est situé sous le taux de pauvreté, c'est-à-dire qui dispose de moins de 1 100 € par mois pour vivre par personne. Donc, on voit bien là quand même qu'on a une grosse problématique sur la précarité monétaire des ménages sur notre territoire. Si on s'intéresse maintenant au volet de la mobilité, puisqu'on a dit qu'on étendait finalement la précarité énergétique aussi bien au volet logement que mobilité, on est aussi sur un territoire qui est assez problématique puisque très dépendant à l'automobile. On a un peu plus de 80% de nos actifs qui se rendent au travail chaque jour en voiture, alors que la moyenne française est plutôt de l'ordre de 70%. Donc, on voit bien là le recours massif à la voiture, parfois en plus par manque de solutions alternatives pour se rendre sur son lieu de travail. C'est un chiffre qui ne bouge pas, alors qu'on peut voir sur certains territoires un infléchissement de l'utilisation de la voiture. Sur le Vaucluse, depuis des décennies, on a ce taux d'un peu plus de 80% de ménages, d'actifs qui se rendent au travail en voiture.
Cela, bien évidemment, ça va entraîner des coûts importants, puisque si on essaie de traduire un petit peu en moyenne, quel est le coût mensuel des actifs qui se rendent au travail, on a à peu près 170 € qui sont consacrés chaque mois à ces déplacements domicile-travail. On est bien uniquement sur ces déplacements contraints-là liés au travail. On n'intègre pas à côté tous les coûts qui peuvent être liés au loisir ou à d'autres déplacements. Donc, le coût, là, il intègre à la fois le prix du carburant et puis tout ce qui va être lié à l'entretien du véhicule. Donc, on se rend compte que ce coût, il est problématique puisque 170 €, c'est déjà quasiment 13% pour une personne qui gagne un SMIC. Donc, c'est des coûts assez élevés et qui, en plus de ça, sont des moyennes. Donc, bien évidemment, une partie de nos actifs consacre un budget supérieur. On a le télétravail qui a été mis en place avec la crise du Covid, en tout cas massivement, et qui peut être finalement un moyen de pouvoir baisser ce coût mensuel, puisqu'on sait qu'un jour de télétravail, c'est à peu près 250 € d'économie par an. Toujours est-il que les ménages les plus sensibles à la précarité énergétique, c'est ceux qui vont avoir un budget moindre, donc plutôt des ouvriers, des employés. Et on sait également que c'est ce type de public qui ont la moins de possibilités finalement de recourir au télétravail, à l'inverse des cadres ou même des professions intermédiaires. Donc, il y a là aussi une problématique entre les possibilités de mise en œuvre de réduction des coûts et derrière les publics qui seront ciblés. Si on s'intéresse justement à ces ouvriers et ces employés et qu'on zoome un petit peu sur leur mobilité, on se rend compte qu'on a des ouvriers et des employés qui parcourent à peu près autant de kilomètres en moyenne que les autres actifs du Vaucluse, puisqu'on est à 23 kilomètres par jour pour se rendre à son travail. On était à 26 sur l'échelle de l'ensemble des actifs. Par contre, on a une petite part de ces ouvriers, à peu près 15%, ça représente quand même 10 000 personnes dans le Vaucluse et le Gard rhodanien, qui, eux, parcourent plus de 50 kilomètres par jour. Ça représente en fait un coût énorme parce que si on traduit de manière budgétaire ce que c'est que de parcourir 50 kilomètres par jour, ça représente à peu près 330 € de coût mensuel chaque mois à sortir pour pouvoir aller travailler. Et c'est en gros un quart d'un SMIC. Donc, on se rend bien compte que pour des ménages qui ont des salaires peu élevés, on est tout de suite dans une problématique forte de précarité énergétique. Où est-ce que sont situés ces ménages, donc ces actifs qui sont ouvriers, employés et qui font beaucoup de kilomètres? Bien évidemment, si on regarde en matière de masse, on va les retrouver dans les pôles urbains, c'est là où ils seront les plus nombreux, à Avignon, à Carpentras, à Cavaillon. Mais si on regarde en termes de proportion, c'est aussi dans les territoires ruraux qui vont être très présents. On peut citer des cas un petit peu alternatifs comme Loris finalement, qui est une petite commune mais qui va avoir à la fois un nombre important d'employés d'ouvriers en précarité énergétique, aussi bien en taux qu'on en. Donc on voit bien là qu'on a une problématique qui concerne toutes les communes de Vaucluse et de manière différente selon qu'on se situe dans des territoires urbains ou plus ruraux. Donc là, vous allez pouvoir voir aussi que finalement, ces actifs qui se rendent au travail, c'est plus important sur le Vaucluse que sur les territoires qui se trouvent à proximité. C'est-à-dire qu'on a un taux de précarité énergétique plus fort sur le territoire du Vaucluse que sur les départements limitrophes. Donc, on voit bien que cette dépendance à l'automobile, cet éloignement du lieu de travail, qui est valable pour tous les territoires, mais il est d'autant plus prépondérant sur le département du Vaucluse. Bien évidemment, il ne va pas toucher de la même matière non plus les différentes EPCI et communes du territoire. Et on se rend compte que ce sont quand même les territoires éloignés. On va retrouver la plus grande part de ménages en précarité énergétique liée à la mobilité, puisque ça va être dans Ventoux Sud ou encore dans les enclaves des Papes qu'on va avoir des taux de précarité énergétique qui dépassent les 17%. Donc, ils sont quand même des taux très importants. Là, vous allez pouvoir retrouver à l'échelle plutôt communale et on constate également des parts élevées de précarité énergétique plutôt dans les communes rurales, mais aussi dans les pôles urbains et les villes-centres. C'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, ce sont vraiment les communes rurales et les villes-centres où le taux de précarité énergétique lié à la mobilité sont les plus importants. On va retrouver des taux très élevés dans des communes comme Fontaine-de-Vaucluse, Châteauneuf-du-Pape, mais des communes comme Cavaillon, Avignon, Orange ou même Bagnols-sur-Cèze sont aussi largement au-dessus de la moyenne qu'on observe à l'échelle donc du Vaucluse, avec des taux qui dépassent les 20% de ménages en précarité énergétique. Si on passe cette fois-ci au volet plutôt lié au logement, puisqu'on a vu ce qui se passait sur le Vaucluse sur les mobilités, on a cette fois-ci donc une précarité liée au logement qui va dépendre de plusieurs facteurs, comme on a vu.
On peut être en précarité énergétique parce qu'on a des revenus faibles, et ça s'arrête à cette principale raison, mais aussi parce qu'on a des caractéristiques de notre logement, des systèmes de chauffage, et puis les prix d'énergie. Toute cette combinaison-là va faire que certains ménages vont tomber dans la précarité énergétique. On a pour le coup un parc de logements qui n'est pas plus sensible à la précarité énergétique qu'ailleurs en France, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de chauffage qui sont assez semblables à ce qu'on observe en France, avec une plus grande prépondérance pour l'électricité sur le territoire, un peu moins de gaz qu'ailleurs, beaucoup moins de chauffage urbain. Ça, c'est peut-être le seul point un peu négatif, mais on est quand même dans des logiques qui ne vont pas amener finalement à plus de précarité énergétique sur le volet résidentiel. Les deux caractéristiques qui sont prépondérantes et qui entraînent de la précarité énergétique sur le territoire liée au logement, c'est bien évidemment le revenu des ménages, et le second, c'est les logements qui sont plutôt individuels, mal isolés, et qui là vont entraîner des consommations plus fortes. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue géographique? Finalement, on a quand même plus de 40 000 ménages sur notre territoire, donc Vaucluse et Gare Rhodanien, qui sont en situation de précarité énergétique en lien avec le logement. Alors, ils sont principalement situés dans l'urbain, si on regarde en termes toujours d'effectifs, puisqu'on a à peu près plus de 11 000 ménages qui sont en précarité énergétique uniquement dans le Grand Avignon. Donc, on voit bien que déjà 11 000 sur 40 000, c'est la part la plus importante qui vont être dans le Grand Avignon. Mais après, on va avoir bien évidemment une surreprésentation en matière de taux dans les territoires ruraux, avec notamment Vaison-Ventoux, qui est l'un des territoires où la précarité énergétique est la plus importante. Là, vous retrouverez cette même cartographie à l'échelle de la commune, où là, on voit bien, à l'inverse de la mobilité, où les villes-centres étaient tout aussi touchées que les territoires ruraux, là, on a vraiment quand même ces territoires plus excentrés, avec des maisons plus anciennes, uniquement de l'habitat individuel, avec aussi une prépondérance du fioul encore dans ces communes-là, plus rurales et plus excentrées, qui vont entraîner, en surcroît de la précarité monétaire des ménages, des situations de précarité énergétique élevées. Donc, on voit bien du côté d'Apt, de Vaison de la Romaine ou de l'enclave des Papes qu'on a énormément de ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc là, vous retrouvez exactement cette même logique avec la combinaison, cette fois-ci, à la fois du logement et du transport. C'est-à-dire qu'on a vu de manière séparée quels étaient les ménages en précarité énergétique liés au transport et liés au logement. Et l'idée, c'était aussi de regarder finalement ceux qui étaient en double précarité. C'est-à-dire que la combinaison à la fois de la précarité liée au logement et au transport les entraînait dans des dépenses qui étaient trop importantes par rapport à leur budget. Donc là, on arrive à environ plus de 50 000 ménages qui sont en situation de précarité énergétique, à la fois liée à la mobilité ou au logement sur le Vaucluse, et quasiment 7 000 sur le Gare Rhodanien. Là où il y a des situations bien évidemment plus inquiétantes, c'est dans les territoires ruraux, parce qu'on va avoir des taux extrêmement élevés, avec plus d'un ménage sur 5 en précarité énergétique, que ce soit sur l'enclave des Papes ou Vaison-la-Romaine. Mais toujours, il ne faut pas oublier que si on regarde en matière plutôt d'effectifs, de nombre, c'est bien dans les territoires urbains, plus urbains, qu'on va avoir le plus grand nombre de ménages en précarité énergétique. C'est-à-dire que si on regarde le Grand Avignon et la COV, on va avoir 21 finalement % des ménages qui sont en précarité énergétique. Donc là, vous retrouverez de la même manière les taux de précarité énergétique à la fois donc liés à la mobilité ou au transport à l'échelle communale, et on revoit bien apparaître cette fois-ci à nouveau finalement cette dichotomie entre ces territoires ruraux où on a des forts taux de précarité énergétique que ce soit donc à la mobilité, au transport ou groupé, et puis les villes-centres, l'ensemble de ces villes-centres qui sont aussi bien soumises au phénomène de précarité énergétique si on couple le logement et le transport. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est uniquement lié finalement à un éloignement du lieu de travail ou des services, puisqu'on voit bien là qu'on a de nombreux ménages en situation de précarité dans les villes-centres. Tout simplement aussi parce que ce sont dans ces villes-centres-là qu'on retrouvera massivement des ménages en précarité monétaire. Donc, si on fait un rapide résumé de la situation sur le territoire, on se rend compte que sur le Vaucluse et le Gard Rhodanien, on est toujours parmi les territoires les plus pauvres. Ça ne change pas, comme on l'a vu, on est le 5e département le plus pauvre de France. Ça ne va pas changer vraiment à l'avenir. Donc, on aura toujours ce problème de précarité monétaire qui entraînera des situations importantes de précarité énergétique. On a des ménages qui sont plus dépendants qu'ailleurs à l'automobile, avec des situations des fois difficiles de report.
On a des logements majoritairement individuels et qui peuvent aussi être mal isolés et chauffés au fioul sur les territoires, là, cette fois-ci plus ruraux. Et puis, à côté de ça, eh ben, on a des facteurs qui sont nationaux, mais qui vont finalement impacter le territoire et entraîner cette problématique croissante de la précarité sur notre territoire, avec des prix des énergies qui vont pouvoir potentiellement être multipliés par 2, voire plus, une fois que le plafonnement aura pris fin, des prix de l'essence qui vont continuer à croître et qui refranchiront cette barre des 2 euros. Et puis, on a aussi des prévisions qui prévoient finalement une hausse du chômage sur l'année à venir. Donc, qui peut aussi entraîner encore plus de précarité monétaire sur notre territoire. Donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite tout simplement pour le territoire d'anticiper, de voir quelles sont les mesures qui peuvent venir compléter les politiques nationales et européennes que l'on verra par la suite, c'est-à-dire favoriser par exemple la rénovation énergétique des logements. On a bien vu que sur certains territoires, les logements anciens étaient très énergivores, donc favoriser leur rénovation peut être une solution pour tout simplement faire derrière baisser le coût des ménages. On peut aussi avoir des stratégies qui descendent vraiment du local, c'est-à-dire de ne pas forcément appliquer uniquement les politiques nationales, mais vraiment développer des stratégies qui sont pensées à un niveau local et qui vont permettre vraiment au territoire de développer des mesures alternatives qui sont en lien avec le besoin de leur population et des ménages. On peut repenser aussi intégralement certains quartiers, alors plutôt dans les territoires qui sont en déclin, qui vont avoir une baisse de la population, de leur population, en étant soit sur de la démolition massive, sur des logements qui ne sont plus en adéquation avec le besoin des ménages aujourd'hui et qui est couplé avec une politique de transition énergétique ambitieuse, puisque si on démolit pour reconstruire à l'identique, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est des choses qui sont déjà mises en place, notamment dans de nombreuses communes du Grand Est et qui fonctionnent et en tout cas qui ont des vraies plus-values pour le territoire. Vous avez notamment le cas de Vitry-le-François dans la Marne, qui a opté pour cette politique à la fois de démolition et de transition énergétique qui a un vrai gain derrière pour les ménages en manière à la fois de confort, parce qu'on est aussi sur des besoins de bien-être et derrière de gains monétaires. Il y a aussi la nécessité peut-être de réorganiser l'espace à la bonne échelle et là, l'urbanisme peut être un véritable levier en favorisant les proximités. De conforter la mobilité active, on l'a vu, on est un territoire qui est très dépendant de l'automobile, donc il faudrait pouvoir plus conforter la mobilité active en l'articulant avec les transports en commun qui sont présents sur notre territoire. On a notamment un très bon réseau ferré, donc il y a peut-être quelque chose à faire là pour pouvoir entraîner une dépendance un peu moins forte à l'automobile. La nécessité aussi de coordonner les documents d'urbanisme. Donc, on a plusieurs documents qui finalement s'intéressent à cette question, que ce soit les SCOT, les PCAET, les PLU, les PLH, elles peuvent avoir un impact sur la précarité. Et il faudrait vraiment avoir une politique qui soit plus transversale et qui concorde ces documents les uns avec les autres pour pouvoir tout simplement avoir une meilleure coordination et une meilleure application de ces politiques. Et puis enfin, la possibilité peut-être de mettre en place un observatoire partenarial de la précarité énergétique qui associerait à la fois les institutionnels, les experts, mais aussi les acteurs de terrain qui sont au plus près des ménages pour pouvoir mieux cerner le phénomène, mieux cerner de manière plus spécifique sur des quartiers, des îlots où la problématique serait plus forte. Bien évidemment, ce sont des pistes qui sont à compléter, à travailler au sein des communes, mais en tout cas qui peuvent être mises en place sur les territoires. Je vous propose maintenant de prendre un peu de hauteur en laissant la parole donc, à Camille Defar, qui est chercheuse en politique européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors et qui va nous présenter un petit peu finalement comment les enjeux locaux peuvent être pris en compte, mais au regard des politiques supranationales et notamment des politiques européennes. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup Anne-Lise et merci beaucoup à l'ORAF pour organiser ce séminaire qui est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette première partie. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, normalement, pas encore. Je viens de donner la possibilité de partage, donc je pense qu'il faut réeffectuer le partage. Est-ce que c'est bon? Non. Normalement, dans écran partagé, tout en bas, voilà, là, ça a l'air de fonctionner. Ça arrive. Oui, parfait. Super. Et donc, vous voyez la bonne partie? C'est parfait. Vous voyez qu'une slide? Oui, tout est bon. Super.
Oui, donc je vais passer en fait assez rapidement sur l'état des lieux parce que je pense que voilà, Laura va très bien montrer que la crise actuelle des prix de l'énergie, elle vient accentuer des fragilités qui sont existantes. Je voulais juste vous montrer un petit peu que voilà que les problématiques auxquelles font face votre territoire sont partagées en fait dans l'ensemble de l'Union européenne. Je voudrais ensuite revenir dans une deuxième partie sur la forte réaction en fait à la fois de l'Union européenne et des États membres. C'est une réaction qui montre qu'il y a un vrai souci en fait d'atténuer la crise sociale. Néanmoins, cette réponse elle est assez peu orientée vers des investissements verts de long terme qui sont, comme Annelise l'a bien montré, essentiels en fait pour préparer l'avenir et pour protéger en fait les ménages contre une hausse assez prévisible de la précarité énergétique. Et donc en fait, je voudrais conclure avec le fait que cette urgence sociale qui entraîne des réponses de court terme, il ne doit vraiment pas négliger le pacte vert européen qui vise en fait à atteindre la neutralité climat à l'ensemble de l'Union d'ici à 2050 et à baisser nos émissions de plus de moitié d'ici à 2030, donc dans 8 ans. Donc ce pacte vert en fait comporte de nombreuses réponses structurelles à la crise actuelle. Donc avant la crise des prix de l'énergie, en fait, il y avait déjà au moins 35 millions d'Européens qui avaient du mal à se chauffer l'hiver. Donc, on voit que c'est inégalement réparti en fonction des pays. C'est un phénomène qui touche beaucoup plus l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. La précarité énergétique aussi, c'est un enjeu pour l'ensemble des Européens qui vivent en dehors des villes en particulier. Donc, on voit en fait les cercles verts, c'est la population qui a un accès très facile au transport public. Donc, on voit qu'en fait, en dehors des grands centres urbains, c'est une problématique. La dépendance à la voiture est une problématique importante et qui prend toute son ampleur face à des prix élevés de l'énergie. Donc, on voit aussi aujourd'hui que en 2020, la situation sociale, elle est assez inégale, non seulement entre les États membres, mais aussi en leur sein. Donc là, en fait, ce que je vous montre, c'est la capacité à joindre les deux bouts en pourcentage de la population par État membre. Donc, on voit en fait que la moyenne de l'Union européenne, c'est 45% de la population quand même européenne qui déclare avoir de grandes difficultés, des difficultés ou quelques difficultés à joindre les deux bouts. Et donc, ça, c'est la situation avant crise. Donc, je vous montre ici voilà, un panorama plus global. Donc, on voit effectivement que c'est presque la moitié de la population européenne qui avait déjà des difficultés à finir le mois avant la crise. Donc, cette crise des prix de l'énergie, en fait, elle aggrave, comme je l'ai dit, les fragilités existantes. Le taux d'inflation, en fait, il est principalement lié, dû aux énergies, mais pas que, mais c'est quand même 40% en fait, de la hausse des prix qui est liée en fait, à la hausse des prix de l'énergie. On voit qu'il y a une inflation record en Allemagne, inflation record depuis la réunification, inflation record en Espagne depuis 37 ans. En France, on a une augmentation des prix qui est relativement modérée en comparaison avec nos voisins européens grâce notamment au bouclier tarifaire. Mais au niveau de l'Union européenne, en fait, les prix de détail de l'électricité ont augmenté de 50% en moyenne sur un an parce que tous les pays n'ont pas mis en place ce bouclier tarifaire. Donc, la réponse européenne. La réponse européenne, c'est vraiment un cadre européen pour des mesures qui sont beaucoup plus mises en œuvre au niveau national. Donc, en fait, l'Union européenne, aujourd'hui, elle n'a pas forcément les compétences ni le poids pour forcer les États membres, en fait, à prendre certaines mesures. Par contre, elle les y encourage. Donc, on a aujourd'hui des objectifs non contraignants en matière de réduction de la demande de gaz cet hiver de 15%, réduction d'électricité de 10%. Et pour la demande d'électricité, la Commission européenne vient de demander aux États membres d'avoir un objectif de moins de 5% de la consommation d'électricité pendant les heures de pointe. Donc, sur cet hiver, ça n'a pas encore été accepté, mais c'est en cours de discussion au niveau européen. On a beaucoup aussi parlé de ces mesures qui ont été proposées par la Commission européenne et qui doivent encore être acceptées par les États membres, de taxer les surprofits. Donc, il s'agirait en fait d'encourager les États à mettre en œuvre au niveau national un plafond sur les revenus de marché de gros pour notamment le nucléaire et les énergies renouvelables. Ça aura en fait des impacts différents en fonction des pays parce que les renouvelables, par exemple, sont rémunérés de façon différente en Europe, en fonction des pays. Par exemple, en France, en fait, si le prix de marché de gros est plus élevé pour le renouvelable, en fait, si ça va au-delà d'un certain prix qui a été déterminé par l'État, les énergies renouvelables vont verser le surplus à l'État aujourd'hui déjà. Donc, il n'y a pas de surprofit, en fait, ni sur le nucléaire, ni sur les ENR en France. Par contre, il y a cette fameuse contribution de solidarité sur l'année 2022 qui serait demandée aux pétroliers et aux gaziers. Ça pourrait avoir un impact en France.
Néanmoins, c'est pas encore passé. Et donc, on voit aussi une forte résistance en fait, de ces industries-là. Un troisième point qui a été beaucoup mis en œuvre par l'Union européenne et qui a été voilà, extrêmement activement activé par les États membres, c'est la diversification des approvisionnements. Alors ça, c'est bien en termes de sécurité d'approvisionnement, mais ça ne fait pas baisser les coûts. Au contraire, on s'approvisionne de plus en plus avec du gaz liquéfié qui vient à la fois des États-Unis ou des pays du Moyen-Orient. Ce n'est pas du gaz qui est bon marché, on est en compétition avec les Asiatiques pour ce gaz-là. Et enfin, dernier volet de cette réponse européenne et nationale, c'est des mesures en fait, de soutien des consommateurs. Donc, c'est le bouclier tarifaire en France. Au total, le bouclier tarifaire et d'autres mesures en fait, totalisent 70 milliards sur un an en France. C'est énorme. Et surtout, ce n'est pas les investissements verts qui nous protégeraient contre de futures hausses. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau européen, il y a une vraie prise de conscience que la transition écologique, c'est la seule réponse durable à la crise des prix de l'énergie et à la crise du coût de la vie. Cette crise, en fait, elle est liée à notre dépendance aux énergies fossiles. Je pense que ça a été très bien montré par la présentation précédente. Et donc, on a le vice-président de la Commission européenne qui est en charge du pacte vert européen, qui s'appelle Frans Timmermans, qui a fait un discours il y a 2 semaines pour annoncer donc, des mesures d'urgence supplémentaires pour contrer la crise des prix de l'énergie. Et il a vraiment mis en avant le fait que cette crise était partie pour durer et qu'il fallait absolument préparer les prochains hivers. Donc, il s'agit de s'inscrire beaucoup plus dans le moyen-long terme et beaucoup plus que ce qu'on a actuellement fait, parce qu'on voit que c'est des réponses d'urgence à l'horizon de cet hiver, mais on ne pense pas en fait beaucoup à l'avenir. La Commission européenne, elle a pris les devants dès mars 2022 avec une nouvelle initiative qui s'appelle Repower EU. Et dans cette initiative, elle a lancé en fait des procédures pour accélérer l'octroi de permis pour des projets liés aux énergies renouvelables, donc pour augmenter en fait notre capacité à produire de l'énergie propre sur notre territoire. Elle a aussi proposé d'augmenter en fait l'objectif d'efficacité énergétique et sur les renouvelables d'ici à 2030. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 points sur lesquels je voudrais terminer ma présentation. C'est qu'il y a la grande oubliée des mesures européennes, c'est la rénovation, alors qu'on a aujourd'hui un texte qui pourrait fixer en fait des obligations de rénovation sur les bâtiments existants qui est discuté au sein du Parlement et du Conseil, qui sont les 2 chambres législatives de l'Union européenne. Et enfin, il y a ce nouveau fonds social-climat qui est actuellement également en cours de discussion au Parlement et au Conseil, qui pourrait en fait financer la transition des plus vulnérables. Donc rapidement, en fait, sur la rénovation, en fait, elle peut faire baisser de 90% la demande d'énergie du bâtiment. Vous voyez en fait le graphique rouge, là, la demande d'énergie qui baisse au fur et à mesure qu'on rénove en fait les différentes parties du bâti. C'est une solution qui crée de l'emploi local, qui augmente le confort des habitants et même qui a un impact bénéfique pour la santé des habitants, en plus de nous libérer de la dépendance aux énergies fossiles et de cet enjeu de précarité énergétique qui a un fort impact social et qui est parti pour durer. Donc, c'est important aussi d'avoir en tête cette solution qui est assez peu mise en avant en fait, par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. J'ai trouvé ça très intéressant que vous en parliez au niveau local. Et enfin, je voudrais conclure cette présentation sur ce nouvel outil qui, je pense, est intéressant pour vous, justement, en tant qu'élus locaux. C'est ce nouveau fonds social climat européen qui a été proposé par la Commission européenne à l'été dernier et qui est actuellement en cours de discussion. C'est un fonds très intéressant parce qu'il s'agirait de toucher les Européens vulnérables où qu'ils soient. Donc, ce n'est pas un fonds qui est ciblé sur une région, par exemple, ou pas. Il y aurait des régions éligibles et d'autres qui ne seraient pas éligibles. L'enveloppe financière est encore en cours de discussion, mais ce qui a été proposé par la Commission, c'est 10 milliards par an à partir de 2025. Ça représenterait environ 1 milliard par an pour la France. Et il y aurait un cofinancement à 50% au niveau national. Ça veut dire que l'enveloppe au total serait 2 fois plus élevée. Et enfin, ce fonds, il vise à financer des mesures de compensation sociale, type chèque énergie, et des investissements verts pour favoriser la transition à la fois sur le bâtiment, donc principalement le chauffage, la rénovation, et également des mesures qui favorisent la mobilité bas carbone. Ces mesures et ces investissements, ils seraient sélectionnés sur la base de plans nationaux, un petit peu du type plan de relance. Et c'est là qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai rôle pour les collectivités locales, en fait, à d'abord identifier des investissements dont ils auraient besoin pour
pour atténuer ce phénomène de précarité et réaliser la transition sur leur territoire. Je pense que c'est important en tout cas d'éveiller un petit peu votre attention sur ce plan sur ce fonds qui n'a pas encore été beaucoup discuté au niveau national parce qu'il est encore en cours de discussion au niveau européen. Néanmoins, ça pourrait aller assez vite. Et donc, voilà, je vous ai mis des liens pour aller plus loin. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus à l'Institut, du coup, sur le Fonds social climat, également sur les leçons qu'on pouvait tirer en fait, du mouvement des Gilets jaunes pour le Pacte vert européen. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'Association européenne de territoires en transition comme Energy Cities et je pourrais transmettre à l'ORAV aussi d'autres contacts de qui vous pouvez vous rapprocher pour approfondir cet enjeu. Donc, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on a un temps d'échange et je serais heureuse de répondre aux questions ou aux choses qui n'étaient pas claires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante qui nous permet aussi de voir comment finalement des politiques européennes peuvent avoir un impact sur notre territoire et comment elles peuvent d'un point de vue plus local. Je vais vous laisser la parole maintenant à vous qui étiez présents depuis le début. Si vous avez des questions, si vous souhaitez tout simplement nous faire partager un témoignage ou qu'on vienne approfondir certains points qu'on a évoqués, vous pouvez lever la main ou prendre la parole, soit via le chat, soit directement si vous souhaitez plutôt vous exprimer à l'oral. Est-ce que quelqu'un souhaitait s'exprimer à la suite de ces présentations? Après, si personne n'a de questions, moi j'aurais une question en fait. Je trouve ça vraiment très intéressant comme public. Et je serais intéressée en fait par avoir peut-être des retours d'expérience sur la façon dont, en tant qu'élu ou membre de collectivité locale, vous avez assez de moyens pour faire face à cette crise. Et je pense qu'il y a une question qu'on se pose aussi beaucoup au niveau européen, c'est comment faire émerger en fait des projets d'investissement vert du niveau local. Quels sont les besoins qui seraient les besoins tant en termes d'études, de ressources humaines qui seraient nécessaires en fait pour faire émerger aussi des projets de vos territoires. Et que de manière à ce que ce ne soient pas des projets qui soient décidés, par exemple, dans le cadre du Fonds social climat, des projets qui soient décidés depuis Paris et qui retombent sur vos territoires et qui pourraient aussi ne pas être adaptés en fait, aux enjeux auxquels vous faites face vous-même. On a plusieurs collectivités territoriales qui sont présentes ce matin. Est-ce qu'il y en a une qui souhaite prendre la parole? Peut-être même le département. Bonjour, donc moi c'est Lucie Giard, ville d'Avignon. Moi je me suis connectée, même si c'est pas mon sujet, on va dire, cible et dans le cadre de mes missions professionnelles. Par contre, je peux vous partager quand même l'expérience de la ville sur le fait qu'elle ait élaboré un plan climat local et que c'est quand même dans cette idée-là que la ville mène toute une stratégie liée à la transition écologique et énergétique. Moi, ce qui est plus en lien avec mon métier, c'est le fait qu'on ait aussi essayé de se servir du levier du PLU, du plan local d'urbanisme, voir comment il pouvait être un levier pour ces questions-là. Et en fait, le but, c'est vraiment de voir dans toutes les politiques communales comment ce sujet-là peut être pris en compte. Et c'est effectivement intéressant que la réflexion soit vraiment adaptée au territoire, même si effectivement elle découle d'un cadre national et européen, mais qu'elle s'adapte aux spécificités locales. C'est bien pour ça, je pense que la ville a élaboré son plan climat à l'échelle de la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience sur la mise en place de mesures, justement,
sur les territoires. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous présenter peut-être avant pour… Oui, Capucine Darsaud de la communauté d'agglomération Ventoux-Cantavenessa, donc la COV. Moi, je voulais juste faire part d'une autre expérience. Donc nous, on a un PCAET aussi sur le territoire, donc qui est assez ambitieux. Et ce dont on se rend compte notamment, ce que vous disiez par rapport à la rénovation qui peut faire baisser de 90% la demande d'énergie. On se rend compte que sur le volet habitat, qui est une des priorités au niveau de notre PCAET, malgré tout, dans la réalité et sur le terrain, c'est quand même des objectifs qui sont très difficiles à atteindre parce que entre les objectifs ambitieux et ce qu'on arrive réellement avec les contraintes techniques et les financements, on n'atteindra jamais les objectifs fixés dans notre PCAET. C'est vrai que ça, c'est quand même une réalité de terrain qui est quand même très compliquée à avoir. Et c'est vrai que c'est assez surprenant aussi là de parler du Fonds social climat européen. Juste avant, vous disiez que c'était sur la rénovation qu'il allait falloir aussi travailler. Et ces volets-là n'est pas du tout pris en compte. Et voilà, donc c'est vrai que la précarité énergétique, elle peut diminuer, mais jusqu'à quand et quel gain on peut réellement avoir sur ce volet-là? Merci beaucoup. Si je peux réagir, le Fonds social climat, il permettrait justement de financer des rénovations profondes. Il y a aussi énormément de discussions actuellement au niveau européen, mais évidemment, en fait, qu'il y a des contraintes qui sont à la fois techniques et qui sont aussi financières. Et c'est aussi tout l'enjeu, en fait, je pense, d'avoir un fonds social climat qui soit suffisamment doté, en fait, en fonds, pour permettre d'aller le plus loin possible, le plus loin qu'il est techniquement possible sur ces rénovations qui sont bénéfiques à la fois en termes de justice climatique, en termes de justice sociale également. Mais effectivement, je pense que le financement est un gros frein. Et c'est pour ça que je pense que même si actuellement le Fonds social climat n'est pas d'une taille suffisante, en tout cas, ça témoigne d'une prise en compte de cet enjeu spécifique en fait sur les ménages vulnérables qui de toute façon n'auront jamais les moyens de financer eux-mêmes une rénovation performante en fait de leur bâtiment. Et je pense que c'est là-dessus en fait que ce Fonds social climat il permettrait en fait d'avoir des subventions pour compléter en fait le reste à charge qui pèserait encore sur les ménages. Et encore une fois, en fait, je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer en fait pour l'échelon local dans la définition en fait de ces plans climat et la définition des projets qui vont être financés. Et ça reste encore, ça va être encore à la main du gouvernement national de décider en fait comment ventiler l'enveloppe qui sera allouée à la France. Et c'est là en fait que ça peut être intéressant pour vous d'avoir conscience que ce fonds en fait va potentiellement être mis en œuvre et que ça pourrait être l'occasion aussi de pousser en fait des projets qui ne sont pas encore financés dans vos plans locaux de transition écologique. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou des questionnements qui sont apparus à la suite de ces échanges? Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Alors, est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Valérie Brunet? Comme ça, tout le monde profite en même temps de votre question. Alors, je vais répondre. La question était tout simplement de savoir si l'étude qu'on menait sur la précarité énergétique au sein de l'agence d'urbanisme avait l'intention d'aller plus loin en matière d'échelle, c'est-à-dire de descendre au communal, voire à l'infracommunal, afin de tout simplement pouvoir mieux cerner des problématiques de terrain. Alors, on a la possibilité, avec les données qui sont disponibles sur l'Observatoire national de la précarité énergétique, de descendre à l'infracommunal. Donc, dans la mesure du possible, bien évidemment, selon les IRIS et le nombre de ménages concernés. Mais en tout cas, on peut cibler à l'échelle des IRIS ceux qui sont les plus concernés par la précarité énergétique. Après, ça nécessite aussi du croisement avec d'autres données, puisqu'on sait que, comme on l'a vu, la précarité, c'est une combinaison de facteurs. Donc, de pouvoir après cerner finalement à quoi est dû ces taux de précarité élevés à une échelle du quartier. Est-ce que finalement, on est sur des problématiques plutôt monétaires ou on est sur des problématiques liées au parc de logement ou l'éloignement au lieu de travail? Donc, bien évidemment, c'est
des couches qu'il va falloir superposer pour pouvoir après mieux cerner. Mais oui, on a cette possibilité, en tout cas, de descendre finement et de pouvoir aider les collectivités, les intercommunalités à cibler les territoires et les quartiers où il y aura des mesures peut-être plus fortes à mettre en place, ou en tout cas ces quartiers à cibler parce que la précarité y est plus prégnante. Donc oui, tout à fait, c'est totalement faisable et possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des interventions? On est d'accord sur les compétences des entreprises. Alors, est-ce que, Madame Vivanco, vous souhaiteriez reprendre la parole peut-être par rapport à votre intervention au sein du chat? Ah, je n'ai pas de micro. Alors, je vais la faire pour vous. Donc, c'était la COV qui expliquait qu'il y avait une difficulté également de trouver suffisamment d'entreprises compétentes sur le territoire pour répondre à tous les besoins de rénovation. Donc, effectivement, oui, derrière, il y a la problématique de la ressource humaine qu'on met derrière ces rénovations. C'est des choses qui peuvent aussi être développées avec des filières de formation qui peuvent être mises en place avec les organismes, tout simplement faire des liens avec les filières plus de formation. Ça se fait sur certains territoires où il y a vraiment eu tout un chaînage des différentes filières qui ont été mises en œuvre pour justement répondre à ce besoin de rénovation et notamment aussi par de l'insertion professionnelle. Donc, on peut vraiment répondre à la fois aux thématiques sociales, des besoins en termes de marché du logement et de rénovation sur cette question. Donc, ça peut être vraiment un projet de territoire, là, qui, pour le coup, descend du local et qui va venir avoir un impact sur l'ensemble, finalement, de la chaîne, aussi bien sociale, économique et également énergétique. Donc, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont faisables, en tout cas, sur ce domaine-là. Je ne sais pas si, Madame Defar, vous souhaitiez répondre aussi à ce questionnement. Oui, c'est un très bon point et je pense que c'est aussi ce pourquoi on pousse aujourd'hui au niveau européen, en fait, pour donner une direction claire à la politique de rénovation, qu'elle soit à la fois européenne, nationale et locale, de manière, en fait, à avoir une sorte de calendrier de rénovation, comme on a eu un calendrier de vaccination par bâtiment, parce que chaque bâtiment, en fait, européen, enfin, pratiquement tous les bâtiments européens vont devoir être rénovés. Et c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, en fait, d'avoir un horizon de long terme clair, prévisible, qui permettent en fait d'adapter à la fois les besoins en ressources humaines, les financements et voilà, et l'assistance technique qui va être nécessaire à la fois pour les ménages, pour les collectivités locales. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées? Je vous propose du coup si plus personne n'a de questions ou ne souhaite s'exprimer, qu'on clôture ce réveil de l'ORAV. Le prochain donc aura lieu dans un mois et il s'intéressera aux questions de méthanisation. Vous recevrez prochainement l'invitation. Donc on restera sur les questions énergétiques, mais là on se focalisera vraiment sur la méthanisation. Et puis je voulais remercier Camille Defar qui était parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour votre partage qui nous permet vraiment de prendre de la hauteur un peu sur les politiques locales que l'on peut mettre en place. Et bien évidemment, il y aura donc le replay suite à la question dans le chat qui sera mis en ligne sur le YouTube de l'agence et puis la présentation de l'ORAV et puis on verra avec Madame Defar si on peut les mettre en diffusion sur le site internet, bien sûr. Et merci à tous et puis bonne journée.